il n'existe sur le territoire français, où il y a environ 28 millions d'habitants, il n'existe selon lui que 3 millions de gens qui parlent et qui maîtrisent réellement la langue française. Il estime à 6 millions ceux qui ne la connaissent absolument pas. Et donc, les autres sont dans des situations intermédiaires, mélangeant les langues, etc. Donc, cet esprit du jacobinisme, qui est un esprit de centralisme absolu, de bureaucratie, est un ennemi farouche de toute velléité régionaliste et est un ennemi farouche, évidemment, des langues régionales elles-mêmes. Après la Révolution, donc, pendant des décennies, cette intention d'imposer le français et de supprimer les langues régionales va se confirmer. On en arrive, par exemple, à l'époque du dernier quart du XIXe siècle, sous la Troisième République, où un très célèbre ministre de l'instruction publique à l'époque, c'est-à-dire du système éducatif, va décider très clairement d'imposer exclusivement la langue française à l'école, c'est-à-dire pas seulement dans les cours qui sont donnés à l'école, chez les petits comme chez les grands élèves, mais également dans les moments de récréation, dans la communication en dehors des cours. Donc, c'est l'époque où s'instaure un véritable système d'humiliation, peut-on dire. Tout élève, toute personne qui est surprise à parler sa langue locale, qui est généralement sa langue maternelle, sa langue familiale, tout élève qui est surpris en train de parler cette langue est sanctionné et victime surtout de sanctions humiliantes. Donc, cette réalité est effectivement ressentie par beaucoup comme une atteinte à leur propre identité, en quelque sorte, puisque nous le savons tous, la langue est un élément constitutif de l'identité. Il n'empêche que dans ces années-là, et on pourrait dire jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, les locuteurs de langue régionale en situation de bilinguisme avec le français sont largement majoritaires en France. Sur le plan populaire, donc, la pratique de ces langues reste vivace. Elles peuvent même être reconnues sur le plan international, puisque vous avez l'exemple à la droite de l'écran de ce grand auteur de langue occitane, utilisant le dialecte provençal, Frédéric Mistral, qui obtint le prix Nobel de littérature en 1904. C'est une sorte de consécration pour une des grandes langues régionales françaises. Après la Seconde Guerre mondiale, la situation a tendance à évoluer d'une manière justement paradoxale, c'est-à-dire que les évolutions de la société font que les langues régionales vont d'un mouvement naturel, dirais-je, diminuer largement, mais paradoxalement donc, c'est à cette époque que est promulguée une première loi qui est un effort en faveur des langues régionales. Elle est connue sous le nom de la loi d'Exxon. On est le 11 janvier 1951 et c'est la première fois que la France autorise, contrairement donc à ce qui existait à l'époque de Jules Ferry, autorise officiellement donc l'enseignement de certaines langues régionales dans le système éducatif français. Pour le moment, à l'époque de Dexon, il y a le basque, le breton, le catalan et l'occitan. Donc, on est dans une période où le nombre de locuteurs des langues régionales diminue énormément. On peut dire, par exemple, dans le domaine occitan, que d'après les chiffres dont on dispose, en 1920 environ, il y avait 10 millions de locuteurs de la langue occitane. Aujourd'hui, 100 ans après, selon les statistiques qui sont très variables, cela varie entre 1 et 3 millions.
viennent les années 70, qui sont des années intéressantes de militantisme, dirais-je, puisque dans les régions, par exemple, et particulièrement des régions comme la Corse, la Bretagne, le Pays basque ou l'Occitanie, se dessinent des mouvements populaires et culturels, voire des mouvements politiques qui sont des mouvements en faveur du régionalisme, parfois de l'autonomie, parfois même de l'indépendance, comme ça a été le cas en Corse. Ici, on voit une manifestation occitane où il est question de quelque chose qui, à l'époque, marquait les esprits. Hein. La phrase occitane que nous avons ici, volen viure al país, c'est une phrase qui veut dire nous voulons vivre au pays, ce qui signifie nous voulons vivre en Occitanie et vivre pleinement notre dimension culturelle occitane. Voilà donc cette évolution. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Pour en revenir sur les langues spécifiquement, les langues régionales, actuellement, et depuis donc le 30 décembre 2019, il existe un projet de loi qui est donc en cours de débat. En France, bon, les débats sur les projets de loi circulent entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Il existe donc un projet de loi relatif à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion. Cette loi est portée par un parlementaire, un député du Morbihan qui s'appelle Paul Molac, que j'ai contacté avant de faire cette intervention et qui m'a déclaré ceci, notamment, cette loi serait la première du genre à être votée. Elle inscrit officiellement les langues régionales dans le patrimoine français selon l'article 75.1 de la Constitution. Donc, on peut se dire, voilà, les choses avancent, les choses progressent, la défense des langues régionales est une réalité. C'est loin d'être gagné, si j'ose dire, dans la mesure où, déjà, lors du premier passage à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a décidé de supprimer dans cette loi tous les articles relatifs à l'enseignement des langues régionales. Donc, l'Assemblée a voté cette suppression, le Sénat les a rétablis, maintenant on va revenir à l'Assemblée nationale, on ne sait pas ce que cela va donner. Il y a en fait, malgré donc des bonnes volontés comme celle de M. Paul Molac, il y a en fait tout un ensemble de personnalités politiques qui restent extrêmement crispées sur la volonté de donner une exclusivité à la langue française. Exemple encore, sur TV5 Monde, le 23 octobre 2020, l'ancien Premier ministre français, lui-même d'ailleurs d'origine catalane, Manuel Valls, répondait à une journaliste qui lui demandait s'il acceptait qu'on puisse enseigner dans des écoles, dans des langues régionales. Il a dit que certainement pas. La République, c'est une unité, une unicité, c'est une langue, le français, une langue parlée, écoutée par des millions et des millions de personnes. Donc, il y a un rejet de ces langues. Dans la suite de l'interview, il a d'ailleurs fait un lien entre les langues régionales et les volontés de, a-t-il dit, je le cite, tout ce qui est lié au séparatisme, à la destruction de l'unité républicaine. Donc, selon lui, qui semble ignorer pourtant des exemples où le plurilinguisme existe dans le monde, et c'est d'ailleurs le cas dans une majorité de pays, pour lui, la France est un pays où il ne peut exister qu'une langue, et ce serait la destruction de la République si d'autres langues pouvaient être pratiquées. Donc, on a une situation où s'opposent des partisans et des opposants à ces langues régionales. Donc, comme je vous le disais, le ministre Jean-Michel Blanquer a supprimé les éléments de la loi qui sont relatifs à l'enseignement et on constate du reste que depuis une réforme du lycée et du baccalauréat qui a été mise en place par ce ministre il y a quelques années, eh bien, les effectifs d'élèves inscrits en cours de langue régionale, même si le ministre soutient qu'en fait les langues régionales sont renforcées, eh bien, on s'aperçoit que ces effectifs sont en baisse.
par exemple, 44% de baisse des inscrits en langue régionale dans la langue occitane dans l'Académie de Limoges. Donc, ce sont des chiffres qui sont quand même extrêmement révélateurs. Il n'empêche qu'il y a bel et bien des revendications. On voit ici des images de diverses manifestations en Lorraine, en Occitanie, en Guyane, en Bretagne, des manifestations, y compris d'élus locaux en général, qui sont des partisans de cette défense des cultures et des langues. Il ne faut pas se cacher malgré tout une réalité, c'est que la grande majorité de la population française ne s'intéresse pas beaucoup à ces questions de linguistique et à ces questions de culture et de langue régionale. Et ce qui reste, c'est souvent, outre le désintérêt, parfois une sorte de moquerie, non seulement par rapport aux langues régionales, mais même par rapport aux accents régionaux. Il y a eu le fameux épisode de notre homme politique, M. Mélenchon, qui un jour, interviewé par une journaliste originaire de Toulouse, imitait de manière moqueuse son accent, en disant « Mais qu'est-ce que ça veut dire ?» C'est une manière donc presque puérile de renier la diversité linguistique et les particularités linguistiques des régions. Donc voilà, on a donc une situation qui est extrêmement difficile pour ces langues régionales. Je voulais terminer, je ne vais pas en parler parce que je ne veux pas être trop long malgré tout, mais je pourrais répondre à des questions là-dessus. Un exemple anecdotique mais significatif de ces querelles de langue, la querelle qui existe depuis plusieurs années déjà sur le mot chocolatine, qui désigne donc la viennoiserie que vous voyez ici à l'écran, le mot chocolatine utilisé dans le sud-ouest et le reste de la France utilisant l'expression pain au chocolat. Donc il y a eu de véritables prises de bec entre partisans des uns et des autres. Et sur la droite, là, je ne sais pas si on voit le titre du journal The Guardian en Angleterre, puisque les Anglais aiment bien se moquer aussi des Français, où ils parlent également de guerre de la chocolatine. Donc voilà. Pour conclure, je dirais que la situation actuelle est une situation qui peut laisser supposer trois évolutions possibles pour les langues régionales en France. Le grand risque que tout le monde craint, c'est qu'effectivement elles disparaissent complètement. L'anéantissement dont parlait l'abbé Grégoire pourrait finalement arriver, effectivement. Deuxième solution possible, il pourrait exister une sorte de survie de façade, quelque peu folklorique, utiliser les langues et les cultures régionales comme une sorte, je dirais, d'argument de vente pour les touristes, avant tout, faire des régions, des accents locaux, une sorte de folklore et d'exotisme interne à la France. Et puis, s'il y avait vraiment une véritable volonté politique, c'est vrai qu'on pourrait assister à une résistance, voire à une renaissance des langues régionales. Mais en ce qui me concerne, je reste assez pessimiste. Toujours est-il que le plurilinguisme en France, selon moi, doit être une chance pour l'avenir, à l'échelle aussi bien de la communauté sociale que de l'individu. Le plurilinguisme est une richesse, c'est avéré dans tous les pays où il existe. Il est porteur d'ouverture d'esprit, d'intelligence et puis d'un art de vivre plus tolérant, plus harmonieux, plus heureux. Il a la capacité de donner à la France une vitalité culturelle plus féconde et à la francophonie une profondeur supplémentaire dans un concert linguistique mondial, convivial et porteur d'avenir.